Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette émission exceptionnelle en plateau où on va parler de comment doper sa rentabilité en transformant une maison en plusieurs appartements. C'est un sujet technique, je vais pouvoir en parler en plateau avec mon invité dans quelques secondes. Sans plus attendre, on regarde cette courte vidéo. C'est parti. C'est un peu comme une voiture finalement. Une voiture assemblée pourra coûter environ 20 000 euros. Mais si l'idée nous traverse de l'acheter en pièces détachées, à la découpe finalement, là la facture risque de ne pas être la même et elle risque de nous coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. Et c'est un peu la même idée avec l'immobilier, que ce soit un appartement ou une maison, ça va nous revenir plus cher. Donc finalement, la division va permettre d'une part d'augmenter la rentabilité locative et puis d'élargir le champ de la clientèle. Parce que finalement, il va être plus simple de louer 3 studios de 30 mètres carrés plutôt qu'un appartement de 90 mètres carrés. Et puis aussi, ça va lisser les conséquences d'éventuels loyers impayés et puis limiter les périodes de vacances locatives. Donc il y a bien un intérêt effectivement à la division de biens. Et je vous retrouve en plateau avec mon invité, Maître Mario Gonzalez. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler d'un sujet qui est technique et qui intéresse nos téléspectateurs parce que c'est vraiment la capacité à augmenter la rentabilité d'un bien immobilier et notamment, par exemple, de prendre une maison et de la diviser en plusieurs appartements. Est-ce qu'on peut revenir dessus et vous pouvez nous expliquer quels sont les points de vigilance à accorder quand on veut faire ce type d'opération ? Il y en a plusieurs, puisque c'est une opération immobilière qui est complexe. Donc la première mise en garde, elle relève surtout des règles d'urbanisme, puisque depuis la loi Allure, vous savez qu'il y a potentiellement pour certaines communes la possibilité de délivrer une autorisation de diviser un bien immobilier. Donc la première vigilance est de s'assurer que dans sa commune, il n'y ait pas ce type d'autorisation qui s'applique. D'accord, donc point numéro 1 vraiment pour nos téléspectateurs, que ça puisse vraiment leur donner le maximum de valeur. Il faut quoi, s'adresser à l'urbanisme de la commune dans laquelle ils sont ? Absolument, au service de l'urbanisme de la commune en question. Généralement, c'est le même service qui instruit les permis de construire. Alors on va se mettre dans l'hypothèse d'un cas favorable, donc la commune, potentiellement, il y a la possibilité de le faire. Quelles sont les étapes d'après ? Alors, l'autorisation de division, ce qu'elle vise, c'est à s'assurer que les conditions de la division légale sont réunies. D'accord. Puisque, indépendamment de l'autorisation ou pas, de toute façon, la loi Allure et le Code de la construction et de l'habitation prévoient des conditions légales pour pouvoir diviser une maison ou un appartement en plusieurs locaux à usage d'habitation. C'est les articles, alors petite mise en garde d'ailleurs, puisqu'il y a une réforme de 2020, donc petite mise en garde. Actuellement, ce sont les articles L106.7 du Code de la construction et de l'habitation qui vont bientôt passer et devenir les articles L126.17 du Code de la construction et de l'habitation et qui prévoient les conditions très précises dans lesquelles on peut diviser. Et ce que vous dit la loi, c'est que d'une part, vous ne pouvez pas diviser un bien qui est en situation de péril ou qui porterait atteinte ou potentiellement pourrait porter atteinte à la sécurité de ses occupants. Et les deuxièmes conditions, elles sont liées à la volumétrie, à la surface, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, pour chaque local d'habitation, avoir une surface inférieure à 14 mètres carrés et un volume inférieur à 33 mètres cubes. L'idée derrière, c'est quoi ? C'est d'interdire pour tous ceux qui voudraient diviser en faisant de la mauvaise rentabilité, qui auraient des mauvaises intentions, c'est-à-dire les marchands de sommeil finalement ? C'est exactement ça. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez l'exemple de Paris, à Paris, actuellement, on a une population qui diminue. Mais il faut savoir que Paris, à un moment donné, avait beaucoup plus d'habitants liés justement à cette surpopulation, cette surdensification au sein même des immeubles. C'est-à-dire que dans des copropriétés, dans des immeubles collectifs, vous pouviez avoir, dans un seul même appartement, vous pouviez avoir 10 unités d'habitation. Donc c'est ce sur quoi on veut se prévenir. D'accord. J'imagine que les règles d'une commune à l'autre vont changer. Est-ce qu'il y a un autre point de vigilance que consulter le PLU, avoir une surface ou un volume minimum ? Ensuite, il y a la notion quand même aussi de la partie Enedis, et tirage de ligne et d'un compteur EDF. Est-ce qu'on peut revenir dessus ? Est-ce que quand on divise, le ou les locataires sont obligés d'avoir un compteur EDF individuel ? Tout va dépendre du cadre juridique que vous choisissez. À partir du moment où vous créez un local à usage d'habitation avec un bail spécifique pour ce local à usage d'habitation, les dispositions relatives au logement décent vous imposent de munir ce local d'un compteur électrique individuel. C'est obligatoire, ça fait partie de la décence du logement. Donc si vous faites des unités d'habitation avec chacune son propre bail, par définition, il faudra à chaque fois un seul et même compteur individuel rattaché à chacune de ces unités. En revanche, si vous faites un seul
et même bail avec plusieurs unités à l'intérieur, donc une colocation classique, là, à ce moment-là, vous n'avez besoin que d'un seul compteur. Donc ça, c'est vraiment intéressant ce que vous nous dites. Est-ce que ce n'est pas une manière pour les investisseurs immobiliers aussi, et ce n'est pas l'essor de la colocation, du co-living, on va y revenir, de finalement pouvoir s'adapter quelque part aux règles d'urbanisme pour tout de même avoir une meilleure rentabilité et pouvoir finalement générer plus de revenus locatifs grâce à la colocation? La loi ne vous l'empêche pas. La seule chose que vérifie le législateur, c'est que les critères de décence soient préservés. Donc ça implique le compteur électrique, mais ça implique également l'alimentation en eau et également les évacuations au vannes. Donc il faut vraiment, avant d'imaginer une division d'une maison ou d'un appartement, il faut bien se fixer sur le cadre juridique que l'on souhaite. Et si l'on souhaite un seul et même bail pour la maison, par exemple, que l'on va diviser, il ne vous faut qu'un seul compteur, qu'une seule alimentation en eau et qu'une seule évacuation en eau vannes. En revanche, si vous décidez de faire plusieurs baux au sein même de cette maison, là, pour le coup, vous serez tenu par les critères de décence. Une autre question, on entend un petit peu tout et son contraire sur le sujet de la cuisine, c'est-à-dire est-ce que le fait de mettre une cuisine à l'intérieur de l'appartement fait que finalement, je dois me conformer à l'urbanisme et que ça devient, en tout cas dans la réalité, une unité d'habitation. Est-ce qu'on peut, je peux avoir votre avis là-dessus sur le fait de la cuisine? Est-ce que si je la mets de manière collective, aucun problème. À partir du moment où j'ai un seul compteur EDF, une seule unité d'habitation, est-ce que j'ai le droit de mettre des kitchenettes par chambre? Rien ne vous en empêche, absolument rien, mais ce sera toujours le même cadre juridique qui va prévaloir. Donc, si vous faites un seul et même bail, rien ne vous empêche de faire des petites kitchenettes individuelles, mais vous aurez un seul branchement électrique, une seule alimentation en eau, etc., etc., et vous pourrez donc avoir une cuisine commune. Mais en revanche, si vous décidez de faire des baux distincts, vous avez l'obligation de prévoir une cuisine individuelle, puisque dans les critères de décence, vous avez l'obligation de mettre à disposition un évier et une plaque de cuisson. Il y a un essor formidable sur le marché de l'investissement immobilier. On en parle de plus en plus. C'est ce qu'on fait aussi au sein de cette émission. Votre avis sur les contentieux? Est-ce qu'avec la colocation, les maisons à diviser, le fait de transformer une maison et d'en faire de la colocation, du co-living, c'est-à-dire pour ceux qui nous regardent, de rajouter beaucoup de services en plus de la colocation, est-ce qu'on a des contentieux qui sont en explosion ou au contraire non, parce que c'est une vraie demande du marché, votre ressenti à l'intérieur de votre cabinet? C'est trop récent pour l'instant. Moi, personnellement, je n'en ai que très peu. J'ai plus des contentieux liés justement au montage de ce type de colocation. Mais en revanche, sur la colocation elle-même, sur la coexistence finalement, là pour le coup, on n'a encore pas suffisamment de visibilité. Si vous voulez, la colocation et le co-living, ce sont vraiment des outils assez récents qui se développent à différents niveaux d'ailleurs. Vous avez du co-living très haut de gamme, comme vous pouvez avoir du co-living assez basique où finalement vous allez diviser une simple petite maison en banlieue. Ce n'est pas du tout la même chose et ça n'a pas du tout les mêmes enjeux. Et pour terminer, est-ce que vous pourriez nous donner les 2-3 conseils pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui veulent se lancer dans cette aventure qui est le fait de diviser une maison? Quels sont les 2-3 conseils que vous pourriez leur donner pour éviter le maximum d'embûches? La première, c'est de s'assurer du cadre juridique qu'ils souhaitent. Est-ce qu'ils souhaitent plusieurs baux? Est-ce qu'ils souhaitent un seul bail? Quel type de colocation ils souhaitent? La deuxième, il faut vérifier les règles d'urbanisme. Donc, il faut tout de suite aller se présenter à la mairie, d'autant que souvent, vous allez acquérir une maison qui peut-être a déjà bénéficié d'un permis de construire pour créer un certain nombre d'unités d'habitation. Donc, ce sont des choses qu'il faut vraiment vérifier au préalable et également vérifier la conformité avec le PLU, puisque à partir du moment où vous créez une unité d'habitation, souvent le PLU va rattacher à cette unité d'habitation un certain nombre de critères, comme par exemple les places de parking. Donc vraiment vérifier en amont le cadre juridique que vous souhaitez et deuxièmement la conformité avec les règles d'urbanisme. Merci pour tous vos conseils, Med. C'est vraiment une mine d'informations pour ceux qui nous regardent et qui ont envie de se lancer dans cette belle aventure. Je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous pour télécharger la liste des 5 points essentiels pour réussir votre division. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils dans une prochaine émission. Merci.